Bonjour Joachim Le Floch-Imad. Bonjour Vincent Roux. Éric Charbonnier, qui est analyste à l'OCDE, parle, pas comme Sylvain Maillard, mais évoque dans un entretien à l'hebdomadaire Marianne, qui revient largement sur votre étude, comme les revenus Le Figaro, et comme vous y revenez d'ailleurs ces dernières heures, qu'on ne peut pas imputer à l'immigration la baisse du niveau scolaire français, mais plus à la crise des recrutements et à la baisse de la qualité de l'enseignement. Bon, on peut avoir bien sûr différentes interprétations politiques de données existantes. Maintenant, encore faut-il s'accorder sur ces mêmes données. Et en l'occurrence, les données de l'OCDE, donc qui est l'organisme de M. Charbonnier, sont extrêmement claires. Elles montrent que si vous êtes issu de l'immigration aujourd'hui, vous avez 2,4 fois plus de chances de vous retrouver dans les groupes en difficulté en mathématiques que les gens dits autochtones, selon le vocabulaire de PISA. Et elles montrent qu'il y a jusqu'à 1 an et demi de retard chez les jeunes issus de l'immigration par rapport aux autochtones. Donc il faut s'accorder sur ce diagnostic à minima. Maintenant, ça ne veut pas dire évidemment que l'immigration est la cause de l'effondrement éducatif. J'ai écrit moi-même dans la note qu'elle aggravait toutes les difficultés qui étaient pour l'essentiel préexistantes. J'ai fait un ouvrage de 300 pages sur le sujet dont vous avez rappelé le titre, Main basse sur l'éducation nationale. Je ne suis évidemment pas monomaniaque. Je vois bien que l'école française souffre d'énormément de maux, à commencer par l'abandon de ses professeurs, à commencer par l'émiettement de ses finalités, à commencer par l'état plus général de la société dont elle est devenue une caisse de résonance des violences, des fractures, des incivilités. Il n'y a évidemment pas que l'immigration qui est en jeu là-dedans. Maintenant, elle est un des facteurs, déterminants. Alors, dans ces conditions, d'où vous est venue l'idée de faire le rapprochement entre baisse de niveau scolaire et immigration ? Ça fait des années que je m'intéresse aux politiques éducatives, que je creuse les données de l'OCDE, les données de l'ADEP, donc la direction de l'évaluation de la performance et de la prospective du ministère. Donc je voyais bien qu'il y avait... C'est l'intérêt de vos ouvrages d'ailleurs, c'est l'intérêt, je lis en passant, j'ouvre une parenthèse, et de votre note, c'est qu'on découvre un nombre d'organismes incroyable. Oui, je vous remercie. Donc ça fait des années que je vois ces chiffres, donc que je vois que les jeunes issus de l'immigration, encore une fois, ont 2,4 fois plus de chances de se retrouver en difficulté en mathématiques. Ça fait des années que je vois la prolifération de tensions ethno-identitaires d'un genre nouveau, l'importation d'un choc des civilisations dans nos écoles. J'avais été notamment choqué par ce qui était arrivé en Indre-et-Loire à un père de famille qui avait brûlé au fer à repasser son fils parce que son fils avait eu le malheur de lire chez lui des manuels scolaires, manuel que le père en question considérait comme haram. Donc j'ai voulu, en fait, à travers cette note, lever une forme d'omerta sur un certain nombre de problèmes, mettre dans le débat public des questions qui n'étaient jamais posées. Et surtout, lorsque je rédigeais Main basse sur l'éducation nationale, donc l'ouvrage que vous avez cité, j'ai été confronté à de très nombreux fonctionnaires du ministère, d'anciens ministres même, qui m'ont dit « Nous savons tout, mais nous ne pouvons pas le dire par peur pour notre carrière », et qui m'ont dit que s'il n'y avait pas une telle immigration en France, on aurait un niveau éducatif similaire à celui de Taïwan, à celui du Danemark. Évidemment, ils exagéraient peut-être certains aspects de la réalité, mais je pense que ça disait quelque chose qu'on a longtemps voulu taire en France. Et j'ai voulu, à travers cette étude, lever une forme d'anomalie démocratique, puisqu'on vit quand même dans un pays où 79% des Français veulent réduire drastiquement les flux migratoires. Pourtant, l'immigration demeure l'éléphant dans la pièce, l'interdit des débats éducatifs, ce qui est un drame, puisqu'on ne peut pas apporter demain les bons remèdes si on n'est pas capable d'apporter préalablement les bons diagnostics. On va rappeler peut-être dans un premier temps, Joachim Le Floch-Imad, les conclusions de votre étude. Question simple d'ailleurs, est-ce que, et question taboue, question dérangeante pour certains comme vous le dites, mais est-ce que, en quoi l'immigration, le fait qu'il y ait une arrivée massive de petits élèves ou plus grands d'origine étrangère pourrait avoir un impact, ou en tous les cas pourrait conduire à une baisse du niveau de l'éducation ? Il y a un impact de deux ordres, un impact qualitatif et un impact quantitatif. Je commence par l'impact qualitatif qui est que l'éducation change drastiquement le visage de nos écoles. 41,6% des jeunes de moins de 4 ans aujourd'hui qui sont immigrés ou d'origine immigrée. Oui, mais en quoi ça pose un élève de CM1 sur 5 qui ne parle pas français à la maison, forcément ça crée des difficultés dans la mesure où ça exacerbe l'hétérogénéité des classes. Donc ça incite souvent les enseignants à s'adapter, à adapter leurs exigences sur le niveau des plus faibles. Alors, quitte à tirer vers le bas le niveau de tous. Arrêtons-nous sur ce point-là, parce que, en réalité, le pacte du Troisième République, parce que la Troisième République, auquel vous êtes attaché, auquel vous avez beaucoup
consacré de nombreuses pages dans Main basse sur l'éducation nationale, c'est l'inverse. C'est de dire, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta classe sociale, quel que soit ton niveau, de toute façon, tu vas te mettre au niveau. Et là, vous êtes en train de me dire que on est en train de faire l'inverse. Mais ce n'est pas la faute de l'immigration, ça c'est la faute d'une certaine vision pédagogiste de la société qui est le pendant éducatif de la culture de l'excuse. C'est un ensemble, c'est le renoncement à notre modèle, à ce que nous sommes. Je parle dans Main basse de l'éducation nationale du passage d'une logique d'assimilation à une logique d'intégration, puis à une logique d'inclusion. Et à ça s'ajoutent les dynamiques pédagogistes que vous venez de décrire. C'est une phrase de François Dubet, l'un des sociologues organiques de l'éducation nationale, qui disait qu'il fallait adapter les exigences au collège à ce que pouvaient apprendre les plus faibles. Donc c'est un ensemble. Mais l'immigration, encore une fois, elle exacerbe des difficultés qui préexistent, tant en matière de baisse du niveau moyen que de délitement du climat disciplinaire et de mal-être des personnels éducatifs. Et le nivellement que l'on observait déjà tendanciellement, justement sous l'effet du pédagogisme, est aggravé, ce que vous êtes en train de dire, justement par le fait qu'arrivent des populations qui elles-mêmes souvent ont du mal à parler français, en tous les cas ont du mal à parler français à l'école, chez elles. Exactement, c'est l'explosion de nombre d'élèves allophones nouvellement arrivants, donc un nombre qui a augmenté de 153% depuis 2007. Et si on regarde le détail des chiffres, on voit qu'un jeune sur 5 parmi les allophones n'était pas scolarisé dans le pays d'origine. Donc forcément, ça crée des difficultés, un genre nouveau pour l'éducation nationale, et ça émiette toujours plus ses missions. En fait, on demande à l'école de prendre en charge, de réparer à elle seule l'ensemble des maux de la société. Elle n'en est évidemment pas capable, de surcroît dans le contexte extrêmement dégradé où elle se trouve aujourd'hui. Quels sont, vous dites qu'il y a un impact qualitatif, il y a un impact également quantitatif. Qu'est-ce que vous entendez par là ? L'impact quantitatif, c'est toutes les données que je mets en avant sur la manière dont l'immigration, qui n'est encore une fois pas le seul facteur, concourt à la baisse du niveau moyen. C'est une dynamique mondiale. Un exemple, par exemple. C'est une dynamique mondiale dans 73% de... Justement, on va voir parce qu'il y a des spécificités françaises. Oui. D'ailleurs, dites-nous pourquoi. Vous dites justement, l'immigration, c'est un autre point très intéressant de votre note, vous dites finalement l'impact de l'immigration sur l'établissement, l'éducation nationale, en tout cas sur l'école, et sur la baisse de son niveau, est un phénomène en réalité qui n'est pas que français, qui est européen. Mais il y a, dites-vous, des spécificités françaises. Pourquoi ? Alors, je vais d'abord rappeler que c'est un phénomène mondial. Donc, si on prend les données de PISA, dans 73% des pays de l'OCDE, l'immigration tire le niveau moyen vers le bas. Il y a des pays où la situation est cataclysmique. Je pense à la Suède, où le ministère suédois de l'Éducation nationale a commis un rapport il y a quelques années qui montrait que 85% de la baisse du niveau pouvait être imputée aux facteurs migratoires. C'est le ministère suédois qui le montre. En France, le phénomène existe aussi, et je pense que l'immigration pèse davantage que sur ses voisins, parce qu'en effet, il y a une immigration qui a ses spécificités, donc une distance culturelle plus forte, une immigration qui est beaucoup plus extra-européenne que la moyenne, aux deux tiers à peu près, une immigration qui est plus socialement précaire et défavorisée également. Si vous prenez la part de l'immigration en France qui vient de pays à un indice de développement humain faible, cette part est 3 fois plus importante que chez nos voisins européens. Donc forcément, l'immigration, elle n'a pas la même nature. Donc évidemment, il faut réduire les flux, mais il faut aussi mieux calibrer cette immigration, avoir une immigration qui est beaucoup plus choisie et non subie comme c'est le cas actuellement. Vous parlez d'une plus forte immigration d'origine extra-européenne en France que par rapport sans doute à d'autres pays de l'Union européenne et de l'OCDE. Pourtant, vous dites que l'immigration d'origine asiatique, enfin en tous les cas, les élèves issus de l'immigration asiatique ont plutôt des bons résultats et ont plutôt tendance à surperformer. Trajectoire de surréussite scolaire, en effet, ça se voit à tout niveau. Il y a un taux de redoublement qui est moindre, il y a de meilleures notes au brevet des collèges, au baccalauréat, et un taux d'accès aux études supérieures qui est plus important, encore plus dans le cas des filles d'ailleurs, c'est intéressant de le noter. Je ne crois pas évidemment que le problème derrière tout ça, que le facteur explicatif à rechercher soit ethnique. Non, c'est pas la question. C'est une question culturelle. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites dans votre... Oui, voilà, c'est une question culturelle. C'est la question du rapport des familles au savoir, à l'institution scolaire, le fait que dans ces familles, on valorise davantage la progression scolaire, on donne un cadre disciplinaire pour étudier qui est plus strict et on enjoint les enfants à respecter davantage le professeur aussi.
À l'inverse, chez certains types d'immigration, vous avez un tissu familial qui s'est déchiré, une démission parentale plus forte et des familles qui sont souvent dépassées, qui n'éduquent pas leurs enfants à la liberté, qui laissent prospérer une sorte d'allergie à la frustration qui débouche sur toujours plus d'incivilité et de violence. On l'a vu au moment des émeutes qui ont fait suite à la mort de Naël en 2023. 60% des émeutiers venaient de familles monoparentales. Donc ça montre qu'il y a un lien entre l'état des familles et la manière dont certains jeunes sont détruits de l'intérieur aujourd'hui. Pourquoi les filles issues de l'immigration s'en sortent mieux que les garçons ? Parce qu'il y a, encore une fois, des ambitions éducatives dans les familles qui sont beaucoup plus fortes. C'est le cas de toutes les immigrations, mais c'est notamment le cas, par exemple, l'immigration asiatique dont vous parliez. Vous avez 75% des familles qui veulent que leur fille aille vers un bac général, contre 60% des familles qui veulent que leur garçon aille vers un baccalauréat général. Donc forcément, on les enjoint davantage à s'investir scolairement, à travailler, à progresser, à respecter le professeur, et donc tout ça débouche encore une fois sur un taux de diplôme qui diffère largement. Par exemple, dans l'immigration d'Afrique subsaharienne, les filles ont en moyenne 1 point de plus au brevet des collèges et au baccalauréat que les garçons. Donc, tout ça tient évidemment encore une fois à la manière dont les familles s'investissent et se représentent l'école. Une question, puisqu'on est dans les questions tabous, mais politiquement incorrectes, mais je le mets en rapport avec la polémique actuelle, puisqu'elle a été relancée sur l'histoire du voile, et en particulier du voile des mineurs et du voile à l'école. Je connais votre attachement à la laïcité, mais est-ce que des jeunes filles qui veulent défendre, est-ce qu'il y a un impact, par exemple, entre la volonté d'être voilée et les résultats scolaires ? Ouais, ce qui est indéniable, c'est que la loi de 2004 a permis d'arracher énormément de jeunes filles musulmanes au déterminisme de la naissance, et c'est une étude d'Éric Morin qui le montre, a permis des progrès scolaires fulgurants. Donc ça montre que l'école doit rester un espace de neutralité, où on ne vient pas avec ses affiliations religieuses en bandoulière, et où seul le savoir doit être mis au centre. Je pose la question à l'inverse, il y a des filles voilées qui peuvent aussi très bien réussir. Heureusement. Il y a quelques années, des établissements comme Sciences Po et certaines écoles parisiennes ont pratiqué une forme de discrimination positive. Quel est le bilan de ces accueils et programmes ? J'ai pas forcément de statistiques chiffrées là-dessus. Maintenant, je pense que la procédure d'éducation prioritaire à Sciences Po, qui a été mise en œuvre dès 2001 par Richard Descoings, a contribué à la baisse du niveau moyen dans l'école. J'ai vu que le niveau d'exigence pour recruter quand on venait de la procédure CEP était largement moindre. Par exemple, j'ai le souvenir d'un camarade qui avait dit à son oral d'admission à Sciences Po qu'il n'aimait pas lire, et il a tout de même été pris dans l'école. Par ailleurs, j'ai noté que ces procédures de discrimination positive, qui sont totalement en rebours de l'imaginaire républicain français fondé sur le mérite et sur le concours, elle instille parfois le doute dans l'esprit des étudiants de tout profil sur les raisons qui ont poussé telle ou telle personne issue de la diversité à avoir été recrutée et à être présente parmi elles. Donc elle crée des procès en illégitimité qui correspondent, je crois, à un cadeau empoisonné qui est fait aux jeunes certains jeunes issus de l'immigration. Avez-vous eu des réactions à votre rapport, et en particulier dans la communauté éducative ? Oui, j'ai eu de très nombreuses réactions. Bon, il y a eu les cris d'orfraie habituels, les gens qui n'avaient rien à dire sur le message et donc qui ont attaqué le médium, en l'occurrence l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. J'ai eu des caricatures émanant de personnes qui n'avaient vraisemblablement pas lu la note. Maintenant, j'ai aussi eu beaucoup de retours de la part de personnel éducatif, de gens du ministère qui m'ont dit merci d'avoir libéré une autre parole, merci d'avoir dit tout haut ce que nous pensons tout bas et que nous ne pouvons pas dire, du fait d'une sorte de catéchisme diversitaire, d'une vision de l'immigration comme étant une chance pour la France par essence, peu importe sa composition, peu importe son ampleur qualitative. Mais la communauté éducative a été... Ils m'ont remercié d'avoir mis ces questions sur la table. Ce qui est intéressant, c'est que vous le montrez, et ça c'est un des points très intéressants de votre note, c'est que vous le montrez dès le départ, c'est que seuls 2% des enseignants identifient comme un facteur explicatif de la baisse du niveau scolaire le phénomène migratoire. Il faut nuancer cette donnée, parce qu'on
leur demande, je crois, les facteurs prioritaires de la baisse du niveau. Et donc, ils ne sont que 2% à penser que l'immigration en est un. Il a pu exister chez les enseignants une forme d'idéalisme, une forme de naïveté. Maintenant, ce ne sont pas les enseignants qui ont fait la politique migratoire de la France ces dernières décennies. Est-ce que vous avez vu une évolution d'ailleurs sur ces questions-là depuis la mort de Samuel Paty et de Dominique Bernard? Oui, je pense que de plus en plus d'enseignants ouvrent les yeux. Moi, je fais un vrai distinguo entre les enseignants qui tiennent l'école à bout de bras et la technostructure du ministère de l'Éducation nationale, donc la haute administration où domine encore ce catéchisme diversitaire, ce multiculturalisme, cette vision des accommodements raisonnables dont je parlais tout à l'heure. Les syndicats, encore une fois, où le gauchisme culturel reste archi-dominant, et puis tout le reste, les associations agréées qui propagent leur militantisme dans les écoles, qui défendent une vision toujours plus enfrontiériste. À l'inverse, chez les étudiants, vous avez de plus en plus de personnes lucides sur ces problèmes-là. C'est pas du tout un bloc monolithique, le corps enseignant. D'ailleurs, je rappelle dans l'ouvrage, il y a une statistique qui est que 20% des enseignants votent pour le Rassemblement national aujourd'hui. On était à 3% en 2012, et je pense que les problèmes qu'une certaine immigration crée dans nos écoles n'y sont pas pour rien. Comment inverser la tendance, ou comment l'école peut remettre ses enfants issus de l'immigration sur la route de l'assimilation et de l'acquisition d'un enseignement de qualité qui est la promesse républicaine? Encore une fois, l'école ne peut pas tout à elle seule. Il y a une priorité en amont qui est de réduire drastiquement les flux migratoires et de mieux calibrer l'immigration qu'on accueille en France. Et ça, ce n'est pas le ministre de l'Éducation nationale qui peut le faire, mais c'est le chef d'État, c'est le Premier ministre, et c'est Matignon. Maintenant, l'école, elle peut revoir un certain nombre de dispositifs qui existent et qui ne sont pas efficaces. Je pense par exemple à l'éducation prioritaire. On met 2,3 milliards d'euros d'argent public par an dans l'éducation prioritaire, alors même que les résultats sont toujours plus mauvais. Je pense qu'il faut tout reprendre en matière d'éducation prioritaire, envoyer les professeurs plus expérimentés dans les collèges les plus difficiles. C'est l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut une autonomie pédagogique pour permettre de faire davantage de fondamentaux au détriment d'enseignements périphériques. Et enfin, il faut revoir la carte de l'éducation prioritaire qui est figée depuis 10 ans alors que les réalités socio-démographiques ne sont plus les mêmes. Maintenant, ça va au-delà de la seule éducation prioritaire. C'est tout un tas de dispositifs qu'il faut remettre à plat. Merci. Et puis, il y a un préalable. C'est si on veut relever les défis que pose l'immigration à notre école, alors il faut reconstruire dans sa globalité une école qui marche, remettre le savoir et l'autorité au centre. Merci Joachim Le Floch-Imad. Votre étude est très instructive et elle est retrouvée sur le site de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Et je signale d'ailleurs que vous avez fait une tribune avec Nicolas Pouvremonty et qui est à retrouver dans l'édition papier datée de ce lundi du Figaro ou bien sur le site du Figaro. Merci beaucoup. Merci à vous.